Bonjour à tous. Voici la révision tant attendue de l'ECG Minute, les numéros de 11 à 20. On en a déjà fait une pour 1 à 10 et on fera ça tous les 10 numéros. Dans cette dernière série qui nous a occupés, on a vu beaucoup de choses, hein. Alors à chaque fois, il y avait un électrocardiogramme un petit peu qui devait nous apprendre des choses basiques sur un électrocardiogramme. On ne peut pas faire de cas clinique encore parce que vous ne maîtrisez pas la rythmologie. Après la rythmologie, on verra les pathologies du muscle et après on verra les pathologies agressives du cœur. Donc là, vous avez reconnu sur cet électrocardiogramme, j'espère, d'un simple coup d'œil, grâce au dessin et grâce au tracé, l'un des cours que nous avons fait au cours de ce séminaire. Vous pourrez appuyer sur pause à chaque fois pour essayer vous laisserez un petit peu de temps pour voir de quoi nous parlons. Alors, en bas, vous avez 24 intervalles RR en 10 secondes. Si vous multipliez par 6 fois 10 secondes, c'est pour l'avoir une minute, vous aurez une fréquence cardiaque à 144 par minute pour vous rappeler comment on calcule quand la fréquence cardiaque est irrégulière. Il vaut mieux prendre 10 secondes, hein. Ici, il n'y a pas d'onde P sinusale en D1, D2. C'est vrai que c'est en Do, mais c'est positif. Et il y a à la place une fibrillation atriale. Ce sont deux critères majeurs qui, avec le troisième, les QRS totalement irréguliers, mais totalement irréguliers, il n'y a aucune relation possible entre ces QRS, c'est anarchique, sont les trois signes cardinaux, si je peux me permettre ce mauvais terme, de la fibrillation atriale que vous voyez à gauche avec cette entrée complètement anarchique dans le nœud atrioventriculaire et le faisceau de His des influx supraventriculaires. Les QRS sont fins, mais on en a vu plein avec des QRS larges. Et la tachycardie, bah là, elle est à 144. Mais honnêtement, elle peut manquer dans la FA ou elle peut être bien plus rapide en cas de préexcitation. On l'a vu aussi. Donc, c'est la plus fréquente des tachycardies ventriculaires. Il y avait des messages à retenir. C'est emboligène, ça, c'est mauvais pour la contractilité. Ça peut donner des cardiomyopathies rythmiques à long terme. Ça peut passer en flotteur, ça peut passer en tachycardie atriale. Et ça se dépiste maintenant à partir de 40 ans, parfois, en tous les cas à 65 ans, selon les recommandations officielles. Le deuxième ECG que nous avons à voir aujourd'hui, est figuré sous forme d'un tracé de 10 secondes comme toujours. Comme toujours, vous avez un petit schéma récapitulatif et comme toujours, on commence par regarder D1, on cherche les ondes P positives. Et puis là, on voit qu'il y a manifestement des toits d'usine en D2, hein. Ces toits d'usine correspondent à ce qu'on appelle les ondes F de flotteur. Flotteur veut dire battement d'aile et sont autour de 300 plus ou moins 50 en général. Là, typiquement à 300, vous voyez que ici, ça peut donner une conduction 2 sur 1 et parfois 1 sur 1. Et là, 3 sur 1, hein. Il y a un petit remise à niveau. Donc c'est important de vous souvenir que c'est pas totalement régulier toujours le flotteur, qui a des ondes F en inférieur dans le flotteur typique, et que c'est dû à un circuit, un macro-circuit fonctionnel de réentrée dans l'oreillette droite, mais il peut y avoir des flotteurs gauche ou dans des flotteurs cicatriciels ou autour des valves, mais c'est beaucoup plus rare, et puis on est au début de votre formation. Donc flotteur commun en toit d'usine. La troisième chose que nous avons vue sur cet électrocardiogramme, vous pouvez appuyer sur pause pour le retrouver. C'est un homme de 59 ans qui fait des crises de tachycardie en salve incessante. Et ce jour-là, on a eu la chance d'avoir sur le même tracé à la fois le rythme sinusal, qu'on reconnaît bien là, D1, D2, avec ces jolies ondes P positives dominantes en D1, D2. Et puis tout à coup, il s'est passé quelque chose là. Il y a une tachycardie à QRS fin irrégulière, hein, c'est comme ça qu'on parle. On donne la fréquence aussi en général. Donc on va dire qu'il y a une tachycardie à 156 par minute à QRS fin et régulière, et qui est initiée par une extrasystole atriale. En anglais, on dit atriale prémature complexe, hein, parce que c'est une contraction atriale prématurée. Vous voyez bien qu'elle change de forme et qu'elle donne lieu ensuite à cette tachycardie qui s'installe, je ne sais pas combien de temps, peut-être de façon soutenue ou prolongée, je ne sais pas. En tous les cas, ce sont des formes paroxystiques qui peuvent arriver parfois de façon relativement peu fréquente et relativement peu symptomatique, parfois très symptomatique, vous en doutez. Il peut y avoir vraiment des accès soutenus rapides et des formes chroniques qui sont gênantes et peuvent avoir des conséquences hémodynamiques à court terme ou à long terme, hein, donner de la cardiomyopathie rythmique. Elle présente des similitudes cliniques avec les autres tachycardies réciproques dont on va parler, le Bouvray et le pacemaker plus tard.
Ce sont des accès qui peuvent être brefs, soutenus, incessants, avec des interruptions spontanées, des récurrences sévantes. Évidemment, le traitement, c'est l'ablation. Sur cet électrocardiogramme, quel était le sujet de cette ECG minute? Si vous regardez bien, au début du tracé en D1, D2, comme toujours, commencez toujours par le début, on voit qu'il y a des jolies ondes P qui précèdent un bloc de branche gauche, c'est-à-dire un retard à l'activation du ventricule gauche dans la dérivation gauche D1, V5, V6. Et là, vous avez une onde P qui est bloquée. D'accord? Alors, il faut bien les pointer, hein, vérifier qu'il y a une sorte de régularité constante. C'est le cas ici, et on voit bien qu'il n'y a pas de prolongation de l'intervalle PR avant une onde P bloquée, et que ça se reproduit deux fois, et même ensuite de façon constante. D'accord? Donc, ce patient a aussi un bloc de branche gauche, qui veut dire que là, il a un bloc de branche gauche plus un bloc de branche droite. C'est pour ça que ça ne passe pas, et c'est un bloc infranodal, donc on est dans les voies de conduction du faisceau de His. C'est important de comprendre que ces blocs très graves, enfin, potentiellement très graves, peuvent donner des syncopes ou des pauses très très prolongées, s'accompagnent en général de blocs de branche gauche et d'un intervalle PR normal. Ça, c'est la forme typiquement typique, ou d'un bloc de branche droite avec un intervalle PR normal ou subnormal. Donc, le Mobis 2, de mauvais pronostics. On l'avait déjà vu des Mobis 1, mais c'est bien de voir des choses plus compliquées. Alors, quel est le thème de ce tracé? Quel était le terme de cette ECG minute? C'est une femme de 76 ans qui a un cœur à 47. Déjà, c'est pas normal, ok? Plus on est âgé, plus on a le cœur qui s'accélère un peu, et puis c'est rare que ce soit quand même un athlète de haut niveau à 47 par minute, sauf si elle a des médicaments. Alors là, peut-être elle a des médicaments, on va voir. Donc, en tous les cas, 47, c'est qu'elle a trop de médicaments. Regardez bien les ondes P en D1, D2, ok? Toujours pareil. Si vous regardez bien, bon là je l'ai signalé en bas, vous voyez que ces ondes P sont lentes, très variables en fréquence et en forme. Elles sont chétives, moi je dis. Hein. Elles sont parfois aplaties et on se demande ce que c'est que ce truc-là. Mais il y en a bien, hein. Je ne sais pas si le papier s'est très bien déroulé, mais on retrouve cette impression d'onde P là, un peu diphasique, puis normale. On a l'impression qu'il y a une anomalie de la conduction dans l'oreillette, une anomalie de la conduction de l'automatisme sinusal. On appelle ça comment? Et on se demande s'il n'y a pas des ondes P bloquées. Alors, comment ça s'appelle? Qu'est-ce que vous écrivez en conclusion? Peut-être bloc sino-atrial, mais les PP ne sont pas assez constants pour qu'on puisse en parler. On va parler tout simplement de dysfonction sinusale, hein, ou de bradyarrhythmie sinusale, c'est-à-dire une bradycardie inappropriée. La forme des ondes P, toujours importante, l'axe de l'onde P, caractère diphasique, sa belle forme va vous renseigner sur le fait qu'il existe un remodelage atrial qui prédispose à l'arrêt atrial ou à la fibrillation atriale. Donc, on cherchera aussi une autre cause, comme devant toute bradycardie et toute anomalie de conduction, mais là, c'est pas le sujet. Un autre thème, là. Non, vu c'est un de mes vieux tracés, j'ai gardé la couleur verte. Évidemment, je pourrais le rescanner, mais je l'aime bien. Si on regarde bien D1, D2, j'espère que vous avez trouvé le thème. On voit qu'il n'y a pas d'onde P. En tous les cas, antérograde. Hein. En revanche, les QRS sont fins, un peu chétifs eux aussi, et irréguliers. Et réguliers. Donc, on continue à regarder ensuite la replanation, et là, on voit que c'est bizarre, ça. On dirait qu'il y a une concavité très brève qui suit le QRS, mais à distance quand même assez lointaine. C'est probablement soit un écho, bah si, c'est ce qu'on appelle un écho, c'est-à-dire une conduction rétrograde depuis le nœud sinusal, parce qu'il n'y avait pas d'onde P là. Donc le nœud atrioventriculaire a pris la commande et il active l'oreillette de manière rétrograde. Et puis comme c'est très prématuré et qu'il n'y a pas de faisceau accessoire, bah, ça s'arrête. Donc chez ce patient qui est très lent, avec un rythme jonctionnel, une onde P rétrograde, il faut dire que c'est un rythme jonctionnel avec conduction rétrograde, lente d'ailleurs. Je cherche les causes comme toujours, et donc je regarde les QRS et la repolation. Les QRS, je ne vois pas d'anomalie particulière, d'axe, de croissance de l'onde d'air, et je ne vois pas d'onde Q, etc. En revanche, je trouve que la repolation est bizarroïde. Ça me rappelle complètement un QT long avec un QT très très long. Donc ça, c'est QT long et c'est bradycardie. Il faut demander à la personne si par hasard elle ne prendrait pas un petit peu d'amiodarone. Et c'était le cas puisque c'est typique d'un QT amiodarone, d'un ST et QT amiodarone.
C'est pas vraiment extrêmement dangereux le QT long de l'amiodarone, mais enfin, il faut quand même faire le ménage dans les autres médicaments, interroger la patiente, et chez ce patient, évidemment, c'est probablement trop tard, mais on va lui arrêter l'amiodarone, mais elle a une dysfonction sinusale à tout jamais installée, ça ne guérira pas. Cet électrocardiogramme, c'est intéressant, parce que cette fois-ci, on n'est pas là, on a changé un petit peu de module, hein, ECG minute, mais il y a des choses qui doivent vous surprendre, hein, d'accord? Donc, comme ça n'a pas l'air mal, mais si on regarde juste au milieu, juste celui-là, on a même l'impression que c'est sinusal. Mais c'est pas comme ça qu'on vous a appris. On vous a toujours appris à regarder D1 et D2 en premier. Et là, on voit qu'il n'y a pas d'onde P, pas d'onde P, pas d'onde P rétrograde, et puis qu'il y a une onde P qui apparaît. Si elle est là, on va la retrouver sûrement là, partout, et probablement elle était là, cachée là dans le pied de l'ondaire. Alors il faut un petit peu les yeux de la foi, mais elle est probablement cachée ici, probablement cachée ici, probablement cachée ici. Je ne pense pas qu'elle soit apparue ici. On a l'impression qu'elle est toujours un tout petit peu ici. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a un crochetage là en D3 et que ce crochetage n'est pas là. Donc il y a une onde P constante tout le long du tracé qui est presque à la même fréquence que les QRS. Mais ils sont dissociés. Il y a pas, les ondes P ne commandent pas les QRS et les QRS ne commandent pas les ondes P. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est très intéressant parce qu'on a un rythme sinusal et un rythme jonctionnel quasiment isorhythmique. D'ailleurs, vous avez vu qu'avec la respiration, ça repart en arrière. Mais le rythme jonctionnel est trop rapide. 86, c'est bizarre. Alors on appelle ça un rythme jonctionnel accéléré. Inférieur à 100, sinon on parle de tachycardie jonctionnelle. Et c'est relativement physiologique dans les poussées un petit peu adrénergiques de certains patients, un petit peu d'émotion. Et le deuxième pacemaker accessoire de l'oreillette droite prend la commande, c'est-à-dire le pacemaker jonctionnel. C'est pas méchant du tout. S'il n'y a pas de QRS, comme toujours, d'anomalie des QRS, on voit bien que c'est un sujet jeune avec des grands QRS ici. Souvent, les grandes ondaires supérieures à 6 mm, c'est l'apanage des sujets jeunes. S'il n'y a pas d'HVD, mais il n'y a pas d'HVD. La repolation n'est pas ni l'axe ni la repolation. Donc ça ne va pas. C'est vraiment un rythme jonctionnel du sujet jeune accéléré. C'est bénin. Ne vous affolez pas. Alors celui-là, pour poursuivre, il y a quelque chose. Ne regardez pas au milieu, hein. On voit qu'il y a des QRS larges et lents, un peu réguliers. Bon, ça, c'est la première impression. Après, la technique de lecture, c'est pas une peinture. On ne cherche pas une impression. On cherche à savoir quelle est la rigueur mathématique. Donc, on commence, excusez-moi, en D1 et on voit une onde P. On est en hiver, il fait un peu froid. On voit une onde P qui, comme tout à l'heure, a l'air de se dissimuler un peu. D'accord? Bah, c'est un peu les mêmes séries, hein. Voilà. Donc probablement elle est là, probablement elle est là. Peut-être qu'elle va ressortir, je sais pas, je vais aller voir. Voilà, elle est là, elle est là, là. Et là, j'ai l'impression que bah, tout d'un coup, c'est jonctionnel, hein. Alors je cherchais une onde P devant, et là, je vois une onde P devant, là et là. Donc ça va bien avec un rythme jonctionnel. Je ne sais pas si c'est sinusal, parce que ça n'a pas vraiment une tête d'onde sinus, mais il y a un rythme d'échappement jonctionnel avec peut-être une onde P qui est qui est devant, mais qui est conduite de façon rétrograde, ça peut arriver. Donc, je dirais qu'il existe un équilibre entre deux rythmes, là encore, excusez-moi, comme tout à l'heure. Un rythme sinusal clair ici et un rythme plutôt jonctionnel, puisque les ondes P ne sont pas les mêmes. Donc, il y a un équilibre presque entre trois rythmes même. Et ici, un rythme ventriculaire, puisque les QRS sont larges. Donc, quand il y a eu un ralentissement, vous voyez, sinusal, un pacemaker automatique ventriculaire a pris la commande. Et il a dit, dis donc, là, tu étais un peu trop lent, moi, je suis chaud, là, j'y vais. Et donc, il y a un rythme d'échappement ventriculaire qui vient du ventricule droit, puisque c'est un retard gauche, un aspect de bloc de branche gauche. Donc, il y a un pacemaker ventriculaire droit qui dit, non, non, bah, ça va. C'est pas du tout méchant, puisque l'électrocardiogramme a l'air normal, hein. Il a une fréquence relativement lente, c'est un petit peu accéléré quand même, mais pas méchamment. Et ça peut être tout à fait bénin. Alors c'est un peu rapide pour un rythme ventriculaire, donc, mais c'est un rythme d'échappement clairement, puisqu'il n'est pas plus rapide que les oreillettes. C'est quand les oreillettes se ralentissent qu'il y a eu ce rythme d'échappement ventriculaire. Donc voilà le rythme d'échappement ventriculaire.
c'est des pacemakers accessoires qui peuvent venir du ventricule droit, par exemple d'ici, lorsque les pacemakers sous-jacents sont défaillants ou bloqués. Là, c'est plus compliqué parce que c'est plus rapide, donc c'est pas des rythmes d'échappement. Mais on voit encore sur ces tracés, si vous appuyez sur pause, et grâce à tout ça, vous devez pouvoir reconstituer une histoire avec l'onde P, les QRS, les deux rythmes en concurrence. Vous regardez la repolarisation, c'est un très bel exercice. Appuyez sur pause et moi je continue pour la vidéo. Donc je commence à gauche, je vois qu'il y a une onde P sinusale avec un QRS qui est un peu bizarre, il est un peu fragmenté, un peu un petit ton de cul, je sais pas ce que c'est que ça, mais ça me plaît pas ce QRS, il est pas très joli. Donc il se passe quelque chose dans le muscle en plus. Là, il y a un rythme ventriculaire, puisque c'est un rythme qui vient cette fois-ci du ventricule gauche, puisqu'il y a un retard droit. Donc j'ai un rythme ventriculaire qui vient du ventricule gauche, qui est un petit peu plus rapide que le nœud sinusal. Par exemple, vous voyez, il n'y a pas de long de P, donc il a coiffé le long de P. Là, il s'est ralenti un peu, le long de P est un peu revenu, mais elle n'a pas pris la commande, et on a l'impression qu'il y a vraiment un rythme ventriculaire ici, qui prend la commande du rythme et qui n'écoute pas du tout les ondes P d'ailleurs. Toutes les ondes P ne sont pas écoutées, et il y a un rythme ventriculaire qui est assez rapide et qui s'occupe de commander le cœur. Là, il y a une toute petite fusion, puisque le cœur c'est un peu plus petit, hein, donc ça, c'est un peu conduit. Donc, c'est vraiment, s'il y a une fusion, c'est qu'il y a une dissociation atrioventriculaire. Et donc, c'est bien un rythme ventriculaire avec dissociation. Il n'y a pas que les TV qui ont des dissociations, il y a tous les rythmes ventriculaires qui dissocient avec l'onde P, surtout quand c'est pas trop méchant. Voilà. Donc, ce sont des rythmes ventriculaires un peu accélérés, un peu trop, et on va essayer de comprendre pourquoi. Puis à la fin, le rythme sinusal, c'est très fréquent dans les rythmes accélérés. Le rythme sinusal reprend souvent rapidement la commande. Bon, sur un même ECG comme ça, c'est magnifique, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, on regarde la repolarisation. On va essayer de la regarder là où les QRS sont fins. Et là, on voit, quand il y a un QRS fin, vraiment des grosses anomalies de la reposition. Un ST-, 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 et là, un ST+, ST+. Et là, on a compris. On a compris pourquoi? Parce qu'on regarde tout l'électrocardiogramme et qu'on regarde pas simplement l'onde P, on regarde les QRS, on se dit tiens, il y a un RIBA, il y a peut-être un infarctus, et ben c'est le cas dans le contexte d'infarctus. Alors évidemment, ça perturbe beaucoup les gens. Le RIBA, c'est un signe de reperfusion, non pas d'évolution. Au contraire, c'est plutôt le ST est très faible et l'onde T est négative. C'est un signe de reperfusion ventriculaire probable, bon, peu importe le siège. Voilà, donc très intéressant à apprendre, les RIVA et à rechercher comme toujours une cause. Ici, c'était un infarctus ST+. Voilà, il nous reste un tracé majeur à apprendre et on aura fini. C'est celui-ci. Mais de quoi ai-je bien voulu vous parler dans ce tracé? Donc vous appuyez sur pause, vous regardez bien. Quel était le thème de cette ECG minute? Ils n'étaient pas tous dans l'ordre. Celui-ci, je l'aime particulièrement bien parce que il faut toujours repartir de D1, D2 et D3. Et on voit que les QRS sont réguliers, mais là, on a l'impression qu'il y a une fibrillation atriale. Alors, c'est un peu bizarre quand il y a des QRS réguliers. Là. Quand je vais là, j'ai l'impression que les QRS sont réguliers. Donc, je continue ma lecture, je cherche s'il n'y a pas des ondes P, et je vois des ondes P. Je les vois ici, et puis finalement, je les vois partout. Hein, d'accord? Donc, il faut bien tout regarder le tracé. Et là, je vois donc bien que ce n'est pas une FA au début et pas à la fin, puisque dès le début, j'ai des ondes P. Ce qui est curieux, c'est que la dérivation D3 n'est pas parasitée. D'accord? Donc, on a vu ça pendant le cours, on a vu plein d'exemples. Quand il n'y a pas de parasite dans une seule des dérivations, comme c'est le cas, c'est souvent en D3, en D2 ou en D1, c'est que il n'y a qu'un seul membre qui est parasité, d'accord? Et D3 est faite avec ces deux dérivations gauche, ça c'est D2 et ça c'est D1. Donc si D3 n'est pas parasité, c'est que c'est celui-là qui est parasité. Et donc quand D3 est respecté, c'est un artefact. Donc il faut regarder un peu s'il touche, s'il tremble, si c'est pas mis n'importe comment l'électrode. Voilà, je pense que vous avez tout retenu. Vous pouvez vous former chez Santé Académie, puisque c'est avec eux que je prépare en général ces formations. Et vous avez des liens pour vous former en prise en charge par la DPC. Et enfin, vous pouvez évidemment continuer à vous instruire sur ma playlist, sur le sujet, sur le site internet pour retrouver toutes ces thématiques. Et je vous remercie, je vous dis à très bientôt
J'espère que vous allez vous inscrire à la newsletter ou à ces ECG Minutes et liker, bien entendu.